Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre sur ICI TV la deuxième conférence du cycle des entretiens d'ici 2020-2021 consacrée aux voix de la révolte. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Camus, l'esprit de la révolte. Quelques considérations étymologiques et sémantiques pour commencer. Une révolte n'est pas une révolution. Révolte vient de l'italien rivoltare qui signifie tourner ou se retourner. Le mot est plus bref que le mot révolution, qui lui vient du latin ou du bas latin. La révolte évoque le phénomène soudain ou avorté. Dans L'homme révolté, Camus suggère qu'elle s'apparente à la volte-face, c'est-à-dire un changement d'attitude assez brusque, sans bien sûr le sens péjoratif qui peut parfois s'attacher à volte-face. Une révolution ne s'accomplit généralement pas en un jour, sauf s'il s'agit d'un coup d'État, qui est un peu un dévoiement de la Révolution. La Révolution, si j'ose, ce qui relève plutôt du jeu de mots, suppose des volutes. Ces considérations ne touchent pas au cœur de notre question, il s'agit simplement d'apprécier comment les mots, en influençant notre imaginaire, risquent de déterminer notre vision historique des choses. Au plan historique, les historiens ont coutume d'appeler révolte une révolution qui a échoué. La Commune de 1871 ou les journées de mai 1968, qui se sont étendues sur plusieurs semaines, sont tout de même considérées comme des révoltes. Elles ont pu modifier en profondeur les mentalités, elles n'ont pas réussi à renverser les régimes qu'elles mettaient en cause. On parle aussi de révolte quand les conséquences du soulèvement se font à longue échéance. La journée des Tuiles du 7 juin 1788, nom donné au soulèvement paysan qui s'est produit à Grenoble, n'a abouti qu'à très longue échéance à la Révolution française. Le résultat était trop modeste pour qu'on qualifie ce mouvement de révolution. Il peut pourtant, cette journée des Tuiles, ce mouvement, être considéré comme le premier acte de la Révolution qui enchaînera l'année suivante. De façon générale, donc, une révolte est souvent interprétée, avec le recul, comme un signe avant-coureur de la Révolution qui réalisera ultérieurement ses objectifs. Si je considère les événements auxquels Camus a été mêlé ou auxquels il s'est intéressé, je retiendrai trois. La Révolution russe de 1905, dont il a transposé un épisode dans Les Justes, pièce créée en 1949. Cette révolte prépare la Révolution de 1917. Deuxièmement, les émeutes qui se sont produites en Algérie dans le Constantinois en mai 1945. Et en troisième lieu, nous verrons les émeutes de Berlin-Est de 1953 qui l'ont particulièrement ému et sur lesquels il s'est prononcé. Alors je dis ici émeute plutôt que révolte. J'essaierai de voir les nuances qu'on peut trouver entre ces deux termes. Les émeutes qui se sont produites donc en Algérie dans le Constantinois, pour des raisons qui tiennent sans doute au vocabulaire propre à la colonisation, ont donc été qualifiées d'émeutes plutôt que de révoltes. Émeutes de Sétif et de Guelma, plus particulièrement, préliminaire de ce qui se produira en novembre 1954 et qui se poursuivra sur une guerre de près de 8 années. J'anticipe un peu au-delà de la question de la révolte sur la guerre d'Algérie, car vous vous doutez l'importance que cela a pour Camus. Pendant toute la durée de la guerre de 1954 à 1962, ceux qui considèrent l'Algérie comme une partie de la France ne peuvent admettre qu'une minorité de rebelles, les félagas comme on dit, prétendent changer notre destin national. Qui dit rebelle dit rébellion. Et il est difficile de trouver une différence entre rébellion et révolte. On peut trouver des nuances. Enfant rebelle, enfant révolté. Quelle différence entre les deux? On pourrait suggérer que l'enfant rebelle, c'est un enfant insupportable, un sauvageon, comme on dirait aujourd'hui.
Un enfant révolté, l'expression apporte peut-être la nuance que s'il est rebelle, ce n'est pas pour rien et qu'il a envie de s'opposer à la société ou à ses parents. La nuance est peut-être un peu plus positive que celle de l'enfant rebelle. Pour ce qui se passe en Algérie en mai 1945, en tout cas, on ne parle pas de révolte, comme si ce terme risquait de conférer un soupçon de légitimité à ceux qui, déjà, pour une part, combattent pour l'indépendance du pays. Dans les articles que Camus donne à Combat, en mai 1945, il n'emploie ni le terme de rebelle ou de rébellion, ni le terme de révolte ou de révolté. Mais il faut bien remarquer qu'en mai 1945 déjà, il détaille longuement les injustices dont sont victimes les indigènes en Algérie. Ce qu'il avait d'ailleurs déjà fait dans le reportage qu'il avait donné en 1939 à Alger Républicain sous le titre « Misère en Kabylie ». Les articles de Combat de mai 1945 sont à l'évidence une légitimation du soulèvement que les Français ont durement réprimé. Alors même que les populations indigènes ont eu recours à la violence pour se faire entendre, il exprime à cette occasion une phrase que je trouve significative. Il dit « Nous avons quelque chose à nous faire pardonner ». Voilà une phrase qu'on peut peut-être méditer aujourd'hui, à l'heure où beaucoup s'interrogent sur la légitimité de la repentance pratiquée par les Français au sujet de la colonisation. Les autorités officielles donc ne parlent pas de révolte à propos des émeutes du Constantinois, et Camus lui-même évite le mot. À plus forte raison, c'est peut-être un peu une digression que je fais ici, ne parle-t-on pas de guerre à propos de ce qui se passe en Algérie en novembre 1954 et jusqu'en juillet 1962. Vous savez que l'expression guerre d'Algérie n'entrera en France dans les discours officiels que près de 40 ans plus tard. Ce sont des événements. Aux yeux de ceux qui légitiment la lutte armée du FLN, il s'agit bel et bien d'une guerre menée contre une puissance occupante. Mais remarquons que le terme de révolution, pour les événements de 54-62, est lui aussi régulièrement employé durant les hostilités par El Moudjahid, l'organe clandestin du FLN, instance dirigeante des rebelles qui se réunit notamment en août 1961 et qui s'intitule Comité national de la révolution algérienne. Comment faire la révolution dans un pays qui reste à fonder? Il n'y a pas à cette époque de nation algérienne. C'est la raison principale pour laquelle Camus, tout en militant avec persévérance pour l'égalité des droits civiques des populations de l'Algérie, refuse toute légitimité au combat du FLN. Il affirme en mai 1945 qu'il existe un peuple arabe, et il réitère au début de la guerre de 1954 que l'Algérie est composée de deux peuples, les Arabes et les autres. Arabes. Comme tous les Français d'Algérie, Camus englobe sous le terme arabe toutes les populations indigènes, c'est-à-dire y compris les Kabyles. Quand, dans l'étranger, les victimes de Meursault ont dit que c'est un arabe, c'est peut-être un Kabyle, on ne fait pas la différence. Ça a pu être reproché à Camus, mais je ferai remarquer qu'aujourd'hui, nous disons couramment les Anglais pour désigner les Anglais proprement dit, les Gallois, les Écossais. Bon, ce sont des approximations de langage dont il ne faut pas, je crois, tirer trop de conclusions, simplement qu'elles sont un peu désobligeantes pour les minorités qui sont ici englobées. Lorsque Camus parle de peuple, il ne parle pas de nation, ni d'État. Un peu de la même façon qu'aujourd'hui, on reconnaît volontiers qu'il y a un peuple corse, mais ce n'est pas pour autant qu'on légitimerait une nation corse. Ce que Camus refuse avant tout, c'est la perspective que des Européens d'Algérie, qui sont souvent chez eux depuis un siècle, soient obligés de quitter leur pays. C'est là un argument de cœur qu'il est difficile de théoriser. L'argument de droit, c'est il n'y a jamais eu de nation algérienne. À quoi les combattants du FLN répondent l'Algérie existe. Elle n'est pas encore un État, mais elle est une nation en puissance, que seule la colonisation empêche de voir le jour. Et il pourrait ajouter qu'il ne s'agit pas seulement à leurs yeux de gagner la guerre contre la puissance occupante, mais il s'agit aussi de faire la révolution, ce qu'ils revendiquent dès cette époque. Au sein même des combats, il convient de savoir
comment cette indépendance pourra servir vraiment à quelque chose. Question qui est ardemment posée aujourd'hui par des millions d'Algériens, à quoi a servi notre indépendance? Cette présence du mot révolution au cœur des combats menés par le FLN incite à un parallèle avec la devise de combat dans lequel, journal dans lequel Camus écrit, dans la clandestinité d'abord, en 1944, puis au grand jour à partir de la Libération, combat sous-titré « De la résistance à la révolution ». Je reviendrai sur cette devise à laquelle Camus ne peut que souscrire puisqu'il est aux commandes du journal. Troisième exemple de révolte dont Camus a été le contemporain et à laquelle il a réagi, celle des ouvriers de Berlin-Est en juin 1953. Je rappelle que ce sont les cadences infernales de travail qui ont été imposées aux ouvriers par les soviets, en particulier pour la construction au pas de charge de la Stalinallée, qui ont déclenché cette révolte. Camus déclare à cette occasion, dans la salle de la Mutualité, « Quand un travailleur, quelque part au monde, dresse ses poings nus devant un tank et qu'il crie qu'il n'est pas un esclave, que sommes-nous donc si nous restons indifférents ?» Dans la presse française de l'époque, on parle des émeutes ou de la révolte des ouvriers de Berlin-Est. Une double qualification qui interroge à nouveau sur la nuance qui sépare les deux termes. Peut-être que l'émeute est, en la circonstance, un phénomène ponctuel et violent, qui traduirait une réalité plus intérieure, qu'on appellerait révolte. Est-ce que l'émeute est un phénomène ponctuel? Je ne sais pas. On pourrait penser au phénomène des gilets jaunes, qui s'est inscrit dans la durée. Et même les esprits, qui sympathisaient peu avec eux, n'ont pas parlé à leur sujet d'émeute, mais plutôt de révolte. Une suite ininterrompue de révoltes, pourrait-on dire à la rigueur, ou une révolte hebdomadaire. Je disais en commençant que la révolte est souvent, en tout cas c'est ce qu'elle est aux yeux des historiens, le signe avant-coureur d'une révolution. Quand les ouvriers se soulèvent à Berlin-Est en juin 1953, on voit mal comment leur révolte pourrait préluder à une révolution, tant le pouvoir soviétique tient d'une main ferme non seulement la Russie, mais ses satellites. On voyait mal aussi en 1905 comment une poignée de révoltés, qui se disaient révolutionnaires, pourrait renverser le pouvoir tsariste. Le pouvoir tsariste a été renversé 12 ans plus tard. L'échéance était lointaine, mais la révolte ou la série de révoltes de 1905 portait en germe le bouleversement de 1917. Différence entre 1953 et 1905, d'abord l'échéance en 1953 était encore plus lointaine, 36 ans. Ensuite, autre différence, c'est que ce n'est pas une révolution lointaine que l'émeute de 1953 a annoncée. La puissance soviétique ne s'est pas effondrée à partir de 1989, à partir d'une révolution. Elle a succombé à ce qu'on pourrait appeler un pourrissement de l'intérieur. Alors ces considérations sémantiques, et puis quelques rappels d'histoire, aideront à définir la position de Camus face à la révolte et à ce qui paraît parfois sous sa plume, tantôt comme son contraire, tantôt comme son complément, la révolution. Je rappellerai d'abord que Camus se méfie de la tyrannie de l'histoire. Il sait bien que l'homme vit dans l'histoire, et tout au long de son œuvre, il en tire des enseignements. Mais il refuse l'histoire écrite avec un grand H, érigé en absolu. Dès 1937, dans ses carnets, il notait « absence du sens historique chez les Grecs ». Les Grecs, peuple heureux, n'ont pas d'histoire. C'est le christianisme qui, en faisant de l'incarnation un moment décisif du devenir de l'homme, et en imaginant une fin, Apocalypse, jugement dernier, a fait entrer l'homme dans l'histoire. Avec les chrétiens, Camus a eu parfois un dialogue productif, même s'il n'a jamais adhéré à leur foi et à leur philosophie. Avec les marxistes, dont la foi est à ses yeux un dérivé de la philosophie judéo-chrétienne, son dialogue sera plus conflictuel. La différence tient en premier lieu à l'époque. On peut supposer que, s'il avait vécu sous l'Inquisition, Camus n'aurait témoigné aucune indulgence à l'égard du christianisme. Au temps du goulag, c'est envers le communisme que s'exerce sa sévérité.
son refus de la nécessité historique, du sens de l'histoire, comme on disait volontiers à son époque, l'oppose aussi bien à des amis de gauche qui ne font pas allégeance au marxisme. Jean Daniel a raconté comment il s'était heurté violemment avant de se brouiller presque tout à fait. Vous savez bien, lui a dit un jour Jean Daniel, que l'indépendance de l'Algérie est inéluctable. Inéluctable, n'employez jamais ce mot, lui avait répondu Camus, outré. Lui qui admire le sens tragique des Grecs et la croyance à la fatalité supérieure qu'il inspire, refuse que les hommes fabriquent eux-mêmes une pseudo-fatalité qui entraverait leur avenir. On comprend pourquoi la révolte ne saurait que se concevoir à ses yeux comme une nécessité historique, dirigée vers un dessein tracé d'avance. La révolte est le signe de la liberté individuelle de l'homme. Ce n'est pas L'Homme révolté, publié en 1951, qui a valu à Camus une célébrité mondiale. Il avait acquise 4 ans plus tôt avec La Peste, qui s'inscrivait déjà dans ce qu'il avait appelé le cycle de la révolte. Très tôt, Camus a envisagé que son œuvre obéisse à 3 cycles. Le cycle de l'absurde, le cycle de la révolte et, ce qu'il nommera un peu plus tard, le cycle de l'amour. Plus souvent, il parle d'étages, comme si son œuvre et sa pensée obéissaient à une progression. Le premier étage, celui de l'absurde, comprendrait Caligula, l'étranger, le mythe de Sisyphe et peut-être le malentendu. Je dis peut-être parce que le malentendu, il le place tantôt dans le cycle de l'absurde, tantôt dans le second, celui de la révolte. Le second étage, donc celui de la révolte, serait composé de La Peste, l'état de siège, les justes et L'Homme révolté. À l'époque où L'Homme révolté est publié, il songe déjà au grand roman autobiographique, Le Premier Homme, qui sera la pièce principale du 3e cycle, celui de l'amour, qu'il n'aura pas le temps d'achever. En divisant son œuvre en cycles, Camus a facilité la tâche des historiens de la littérature, qui apprécient ce genre de classement. Il est commode pour réviser les auteurs du baccalauréat, mais ces classements résistent mal à l'analyse des œuvres, et Camus a été le premier à fragiliser le programme qu'il s'était donné. Je dis bien programme, car il n'a jamais été, pour lui, question de diviser doctement son œuvre en cycles. Il a seulement tenté de se donner des objectifs et de poser des jalons dans un parcours qui, jusqu'au bout, restera tâtonnant. D'abord, il serait simpliste de croire que dans sa pensée, la révolte a succédé à l'absurde. Il a toujours dit, y compris dans le mythe de Sisyphe, 1942, que l'absurde n'était pour lui qu'un point de départ. Dès 1942, année de publication du mythe de Sisyphe et de l'étranger, il note dans ses carnets le projet de ce qu'il appelle un essai sur la révolte, qui aboutira 9 ans plus tard à L'Homme révolté. Je voudrais commencer par étudier les formes de la révolte dans les ouvrages que Camus a lui-même rangés dans le cycle de l'absurde. Caligula, qui est au fond la première de ses œuvres, puisqu'il l'a envisagée dans ses carnets dès janvier 1937. Son œuvre chemine, la pièce, il l'achève une première fois en 1941, c'est ce qu'on appelle parfois la première version de Caligula. Il ne cesse de la retoucher pendant la guerre, avant qu'elle ne soit publiée en 1944, créée sur la scène en 1945, et il ne cessera de la remanier au fil des représentations jusqu'en 1958. Caligula est vraiment une œuvre qui traverse toute sa vie, enfin toute sa carrière d'écrivain en tout cas. D'emblée, il a voulu donner au héros de sa pièce, l'empereur romain, une image ambiguë. Un ange noir, dit-il. Noir, mais ange tout de même, et épris d'absolu. Il est probable que les années de guerre ont conduit Camus à modifier cette image. Pas seulement la guerre, des modifications scéniques sont aussi opérées, mais entre 1941 et 1944, 2 états principaux de sa pièce, la monstruosité d'Hitler s'imposant toujours plus à la conscience au fil des années, il aurait été inacceptable en 1954 de concevoir sous un jour un tant soit peu favorable un empereur dictateur ivre de sa puissance.
pour le sujet qui nous occupe. Caligula est un révolté. Sa révolte est d'ordre métaphysique. Elle illustre un aphorisme de Nietzsche, cité par Camus. « Si un Dieu existe, comment pourrais-je supporter de ne l'être pas? Qui pourrait s'arroger le droit de limiter mes désirs ?» Le désir de Caligula, affiché dans la pièce, est de posséder la lune. On est ici tenté de rapprocher son ambition de celle de Prométhée, qui est de voler le feu aux dieux. Or, Prométhée est un héros positif aux yeux de Camus, et lui aussi traverse toute son œuvre. Et puis, une adaptation du Prométhée d'Échille, qu'il a écrite en 1937, et qu'il a fait jouer par sa troupe du Théâtre du Travail à Alger, jusqu'à son Prométhée aux Enfers, qui a été publié en 1954, dans l'été, où il écrit que « se révolter, dressé contre les dieux, est le modèle de l'homme contemporain. Et, dit-il, nous sommes encore sourds au grand cri de la révolte humaine dont il donne le signal solitaire. » Caligula n'est pourtant pas un alter ego de Prométhée. Camus, pour Prométhée, se conforme à une des lectures du mythe, qui considère que Prométhée a seulement voulu reprendre aux dieux un feu qui appartenait aux hommes. C'est, par ailleurs, au service de l'humanité que Prométhée se livre à cette tentative tragique, en donnant aux autres hommes un exemple de courage et de dignité. Il nous invite à le suivre. Selon l'aphorisme qui se trouvera au cœur de l'homme révolté, « Je me révolte, donc nous sommes ». Caligula ne vise à l'inverse qu'un accomplissement personnel. L'autre ombre qui obscurcit cette figure d'ange réside dans les moyens qu'il emploie pour réaliser sa quête de l'impossible. Après tout, pourquoi lésinerait-il sur les moyens? On pourrait être tenté de, pour le justifier, d'évoquer cette phrase de l'Ivan Karamazov de Dostoïevski, qui est citée par Camus, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Oui, mais ajoute Camus, lorsqu'il cite cette phrase, il ne s'agit pas là d'un cri de joie. Les interdits de l'au-delà n'existent plus, je peux enfin faire ce que je veux et à ma guise. C'est au contraire dans la bouche d'Ivan Karamazov un constat amer, qui risque de nous laisser désemparés, mais qui nous invite à inventer pour nous-mêmes et pour les autres les règles qui nous étaient auparavant dictées par le catéchisme. Aux yeux de Caligula, donc, la fin, l'absolu, justifie les moyens. Aux yeux de Camus, cet axiome sert de fil à toute sa pensée. Non seulement la fin ne justifie pas les moyens, mais l'usage de moyens pervers discrédite la fin, aussi louable qu'ait pu être celle-ci à l'origine. La fin justifie les moyens, on voit bien l'application que ce principe dangereux peut recevoir en politique. Une parenthèse ici, mais qui va nous ramener à Caligula. Camus n'a jamais songé à mettre sur le même plan le communisme et le nazisme. Ils ont en commun, selon lui, d'être des théocraties totalitaires, mais le communisme répondait à un idéal égalitaire. Camus écrit « Il faut lui reconnaître la grandeur de l'intention ». Camus ne souscrit pas à cette intention parce qu'elle renvoie à un horizon indéfini, l'avènement d'un prétendu paradis sur Terre. Du moins, le paradis sur Terre constitue-t-il un idéal, alors que le nazisme se réduit à une folie destructrice. Simplement, en employant pour parvenir à leur fin les mêmes moyens que les nazis, les soviétiques ont abouti à un résultat comparable. Caligula emploie de mauvais moyens pour aboutir à une fin qui est certes un absolu, mais qui n'est pas un absolu mis au service des autres et qui s'apparente plutôt au nazisme. Ce qui complique sa figure est qu'il s'en prend à des êtres lâches et corrompus, qui sont dans la pièce les sénateurs, qui ne demandent qu'à se soumettre à sa dictature. Parmi les retouches que Camus apporte à sa pièce pendant la guerre, il attribue aux sénateurs comme devise « Travail, famille, patrie ». Caligula s'oppose à eux. Pour un peu, il apparaîtrait comme une figure de la résistance. Mais d'abord, la façon expéditive dont il humilie et exécute ses fantoches ne saurait être donnée comme un exemple de la révolte.
On ne se révolte pas contre une société qui ne respecte rien en s'abaissant au même niveau qu'elle, c'est-à-dire en niant la valeur de la nature humaine. Au dénouement, Caligula se retrouve seul devant son miroir. Son désir d'absolu, qui était pervers, se résout en un face-à-face avec lui-même. Il a eu recours aux pires moyens pour atteindre son idéal, un idéal qui n'a jamais été qu'une volonté d'accomplissement personnel. Ange épris d'absolu, disait Camus avant la guerre, ange noir, à la faveur en partie des retouches auxquelles il se résout d'apporter à sa pièce pendant la guerre, Caligula, finalement, on arrive à être un héros purement négatif, et sa révolte non seulement était d'avance vouée à l'échec, mais elle était moralement insoutenable. L'étranger a été conçu presque en même temps, un tout petit peu après Caligula, et parallèlement au mythe de Sisyphe. Les trois ouvrages sont aux yeux de Camus complémentaires. Dans les carnets, il les appelle les trois absurdes. Le point de départ de l'étranger et de Caligula est le même. Un homme vient de perdre la femme qui donnait son sens à sa vie. Dans le cas de Caligula, c'est Drusilla, qui est à la fois sa sœur et son amante, qui est tout pour lui. Dans le cas de Meursault, c'est sa mère. Du moment où ils ont perdu l'être qui leur offrait des repères, les deux hommes font n'importe quoi. Pour Meursault, faire n'importe quoi, c'est aller voir un film comique dès le lendemain de l'enterrement, coucher avec la première femme qu'il rencontre le même jour, et accomplir un meurtre dans les semaines qui suivent. Il s'agit d'un meurtre accidentel, mais que Meursault accomplit dans la plus parfaite indifférence. Caligula, du moment qu'il a perdu Drusilla, insulte ou tue tout ce qui bouge autour de lui. Il a un peu commencé avant la mort de Drusilla, c'est-à-dire avant le lever du rideau, mais il le fait désormais avec un total abandon, en perdant tout sens des limites. Privés de ce qui faisait l'essence de leur vie, Caligula et Meursault ont la liberté de s'inventer, mais en cédant avec une liberté vertigineuse à tout ce qui leur plaît. Camus a imaginé, d'une part, un être qui dispose du plus grand pouvoir imaginable, Caligula, un empereur romain, c'est-à-dire le maître du monde, d'autre part, un employé de bureau qui plie l'échine devant son patron. Caligula se définit d'emblée par sa révolte. Il juge intolérable que le pouvoir qui lui a été donné sur Terre ne s'étende pas jusqu'à la Lune. Meursault se caractérise au contraire par son indifférence à toute ascension sociale. Lorsque son patron lui propose un avancement en le mutant à Paris, il dit que ça lui est égal et il le repousse. La première partie du roman, de l'étranger, illustre la soumission de Meursault à l'ordre social. Mais la seconde sera celle de sa révolte. Il va falloir que les juges inventent pour les besoins du procès une image de lui dans laquelle il ne se reconnaît pas, et que l'aumônier prétende le persuader qu'il croit en Dieu alors qu'il n'y croit pas, pour qu'il découvre, dans cette deuxième partie du roman, grâce à la révolte contre la société et contre la religion, celui qu'il est vraiment. On notera au passage que Meursault ne se révolte jamais contre la peine capitale qui lui est infligée. Les jurés auraient pu, au vu des éléments dont ils disposaient, ne pas retenir la préméditation. Meursault accepte de mourir, mais il refuse qu'on mente sur ce qu'il est vraiment. Ce qu'il est vraiment, il a fallu son crime et son procès pour le lui révéler. La révolte comme moyen et résultat de la découverte de soi, c'est un des sens de l'étranger. Et c'est sur un cri de révolte que s'achève le roman. La dernière page, les dernières lignes même, où Meursault souhaite qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de son exécution et qu'il l'accueille avec des cris de haine, ces dernières lignes m'ont toujours paru, je vous l'avoue, un peu énigmatiques. On peut admettre que, à défaut d'amour, la haine est le contraire de l'indifférence. Et tandis que Caligula finit seul, en contemplant dans un miroir son image brisée, Meursault, lui, seul aussi dans sa cellule, en appelle à la communion des hommes pour les unir à sa révolte. Le malentendu, pièce qui est à cheval entre l'absurde et la révolte, vous en connaissez l'argument, je vous le rappelle, deux femmes, une mère et sa fille, tiennent une auberge, dans une obscure auberge, dans une contrée impossible de l'Europe centrale. Martha, la fille, rêve d'échapper à son existence sinistre pour gagner ce qu'elle appelle les rivages heureux,
ceux de la mer, de la lumière et du soleil. Pour s'en donner les moyens, elle tue et dépouille, avec la complicité de sa mère, tous les voyageurs qui se présentent à l'auberge. Un jour se présente, accompagné de son épouse, elle est un peu tenue à l'écart, un homme d'environ 40 ans, Yann. Yann n'est autre que le fils et le frère des deux femmes. Ayant quitté depuis très longtemps le foyer familial, il a décidé de ne pas leur révéler tout de suite son identité. Celle-ci n'est découverte qu'au matin par Martha. Entre-temps, elle l'a tué pour prendre son argent. Elle non plus, elle et sa mère, qu'à mettre fin à leur jour. Une pièce curieuse qui provoque un malaise chez le spectateur. Lorsqu'elle s'épanche avec lyrisme auprès de Yann, qu'elle n'a pas reconnu, sur la beauté de ses rivages ou la porte de ses désirs, Martha trouve des accents proches de ceux qu'on lit sous la plume de Noce ou de L'été à Alger chez Camus. Aux yeux de Camus, il est en effet scandaleux qu'une grande partie de l'humanité soit privée de la lumière et du soleil. C'est une injustice de la nature. Peut-on pour autant justifier Martha de recourir au crime pour réparer cette injustice? Jean Grenier, le professeur de philosophie de Camus, avait reconnu chez son élève une étonnante fixation au crime. Le crime est en tout cas au cœur des trois premières œuvres de fiction de Camus, Caligula, L'étranger et Le malentendu. Je disais de Caligula qu'il échappait à la morale, selon Camus, parce que dans sa révolte, l'empereur franchit les limites. Mais s'il est ce qu'on pourrait appeler un meurtrier en série, Martha en est une autre. Le meurtre de Yann s'inscrit au terme d'une liste de victimes que les conversations de Martha et de sa mère laissent deviner. On est un peu dans la même situation que dans la leçon de Ionesco, où le spectateur devine que l'élève, qui est victime du professeur, fait suite à d'autres victimes. Petite différence, la leçon s'achève par l'arrivée sur scène du nouvel élève, qui subira évidemment le même sort que les précédentes, et on peut imaginer que la série se poursuivra indéfiniment. Le suicide de Martha et de sa mère met lui un terme à la série. Il n'empêche, les meurtres en série provoquent chez le public des réactions souvent ambiguës. Il est évident qu'on rit à Ubu-Roi, qui présente, on l'a souvent noté, quelques ressemblances avec Caligula, lorsque Ubu envoie tous les dignitaires à la trappe. On sourit un peu, il faut bien le dire, avec le recul du temps, avec le personnage de Landru, songez au film de Chabrol. Les meurtriers en série, si on prend du recul, font rire. Et on peut se demander si le malentendu, par le fait que Martha envoie les uns et les autres, les hommes, la mare toute proche, où elle les noie après les avoir exécutés, on est à la limite parfois du comique. C'est un peu une des bizarreries, peut-être que certains diront une des faiblesses de la pièce de Camus, que cette parenté avec le tragicomique de Ionesco, dont Camus n'a jamais songé à se réclamer. La question qui se pose à nous, pour le propos qui nous intéresse, c'est la révolte de Martha est-elle légitime? En son principe, elle l'est. Martha a été victime d'une injustice qui n'est nullement politique et sociale, mais divine, pour peu qu'on croit en Dieu. Pourquoi lui a-t-on refusé la lumière et le soleil auxquels d'autres hommes, d'autres femmes ont droit? Si on veut grandir le personnage de Martha, on verra en elle une figure de Prométhée. Elle veut, de toutes ses forces, accéder au feu, à la lumière et au soleil en l'occurrence, dont les dieux l'ont privée. Faut-il, pour réparer cette injustice, en venir à tuer son prochain? D'abord, on notera que c'est parce que, en vertu d'une méprise tragique, qu'elle a tué son frère. Et c'est la raison pour laquelle elle sombre dans le désespoir. Ses victimes précédentes, qui lui étaient des inconnues, ne lui ont pas inspiré de remords. La pièce est inquiétante, c'est peut-être aussi ce qui fait sa force, non pas parce qu'elle ne délivre aucune leçon morale explicite, c'est à ce titre qu'elle s'apparente à une tragédie, mais parce que son héroïne exprime une aspiration qu'on pourrait dire raisonnable. Elle veut atteindre non pas la lune dans Caligula, mais des rivages ensoleillés, ce à quoi tout le monde devrait avoir droit. Elle les exprime en des termes proches de ceux que Camus emploie lui-même dans des œuvres inspirées. Alors que le révolté doive s'imposer des limites, terme qui est souvent employé par Camus et sur lequel je reviendrai, il faut bien sûr le penser,
non seulement selon la morale camusienne, mais selon la morale universelle. Mais il est rare, je crois, voire unique, que Camus ait mis autant de lui-même dans un personnage, Martha, un personnage de révolté, qui pourtant passe les bornes. Non pas qu'il se trompe sur l'objet de sa révolte, comme Caligula, Martha a raison de se révolter, mais dont la révolte passe les bornes. La peste. La peste, publiée en 1947, est le premier ouvrage que Camus range sans hésiter dans le deuxième cycle, celui de la révolte. Cela ne signifie pas que l'absurde a disparu. Pourquoi la peste frappe-t-elle la ville? Il n'y a pas de réponse. Ou plutôt, certains donnent à cette question de fausses réponses, comme le père Paneloux, qui prêche en chair que les Oranais sont ainsi punis par le ciel de leur absence de foi et de leur péché. Dieu se venge. On pourrait, si on veut, faire des rapprochements avec ce qui se passe aujourd'hui dans la pandémie, où on dit volontiers que la nature se venge. Je ne veux pas du tout ironiser sur le fait qu'il faille tenir compte de la responsabilité de la nature à laquelle les hommes attendent et qui cause des dégâts. Camus lui-même était suffisamment préoccupé de l'ordre naturel du monde pour qu'on n'ironise pas sur ce point. J'ironise un peu simplement sur la métaphore récurrente qui fait qu'à une heure où les hommes croient moins en Dieu, peut-être qu'à l'époque de la peste, on retrouve les mêmes métaphores. La nature se venge. On sait, et Camus lui-même ne saurait avaliser l'interprétation du père Paneloux, à savoir une vengeance divine. On sait en revanche, parce que lui-même a éclairé cette interprétation, que la peste est pour lui une métaphore de l'occupation allemande. Et cet éclairage conduit à analyser de plus près la notion d'absurde dans le roman. Si on prend le texte au pied de la lettre, la peste, une épidémie, il n'y a pas de raison de chercher des causes au fléau. Aujourd'hui, on dirait peut-être qu'il est possible de prévenir une épidémie. Dans le cadre du roman, rien n'indique que les Oranais auraient pu s'entourer de précautions. La peste a frappé, c'est tout. Une fois qu'elle est là, on ne peut rien faire d'autre qu'en limiter les effets et inventer un vaccin, qui arrivera en fin de roman, pour empêcher qu'elle revienne. Alors, suivant qu'on envisage l'épidémie comme un fléau tombé du ciel, façon de parler, Camus est agnostique, ou si on y voit une transposition de la guerre et de l'occupation, la révolte prend un sens différent. Et de fait, il y a deux types de révolte dans la peste. La révolte contre une injustice qui est inexplicable, et la révolte contre ce qui est une métaphore de l'occupation nazie, qui est tout à fait explicable, et contre quoi on peut s'armer, et contre quoi on peut résister. Révolte contre une injustice inexplicable. À cette révolte, le père Paneloux, qui représente le christianisme, répond que les hommes expient leurs péchés. Mais, dit Camus, qu'est-ce qu'un enfant peut bien expier? Il fait ici écho à ce que dit Dostoïevski dans les Frères Karamazov, où Ivan trouve que l'harmonie supérieure offerte par la religion ne vaut pas une larme d'enfant. Un mauvais plaisant, dit Dostoïevski, objectera que les enfants grandiront et auront le temps de pécher, mais il n'a pas grandi, ce gamin de 8 ans déchiré par les chiens. Camus, qui présente aussi la mort d'un enfant, l'enfant du juge Othon, dans La Peste, réagit à vrai dire moins contre les chrétiens que contre la manière dont certains ont interprété la parole du christianisme. En présentant le martyre du Christ comme la souffrance suprême, la religion catholique a désarmé la révolte des hommes contre les souffrances de leurs prochains. De quoi vous plaignez-vous, dit-on aux hommes? Le Christ a souffert sur la croix la plus grande douleur possible pour vous sauver. Acceptez donc la souffrance des humains. Elle est peu de choses au regard de celle du Sauveur. Mais, fait observer Camus, le Christ lui-même s'est révolté un court instant contre son Père. « Pourquoi m'as-tu abandonné » dit-il avant de mourir sur la croix. Ces mots de révolte figurent dans les évangiles de Matthieu et de Marc, mais non pas dans le troisième évangile, celui de Luc, qui les a remplacés par une phrase de soumission. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Dans ses carnets, Camus écrit « Avec Luc commence la vraie trahison, celle qui fait disparaître le cri désespéré de Jésus agonisant. »
La grandeur de Jésus serait en somme d'avoir su se révolter contre son Père. Et les chrétiens ont escamoté ce cri de révolte. Mais contre quoi peut-on se révolter quand on est athée ou agnostique, comme Camus? Contre le destin, dirons-nous. Et se révolter contre le destin, c'est le propre des héros tragiques. Le héros tragique n'accepte pas sa condition, et s'il est vrai que sa révolte apparaît inutile, elle est du moins à la source de sa grandeur. Voilà le premier type de révolte qu'on peut trouver dans la peste, c'est de se révolter contre un mal contre lequel on ne peut rien, mais du moins la révolte témoigne-t-elle de la grandeur de l'homme. Deuxième révolte de type tout différent, si derrière le fléau de l'épidémie, on lit en transparence l'occupation nazie et la souffrance des populations qui la subissent. Les personnages du roman, en premier lieu le docteur Rieux, qui soulage au péril de sa vie la misère des autres. Rieux ne se révolte pas simplement pour témoigner la grandeur des hommes, mais parce qu'il vise à une efficacité. À l'apparition du roman, un critique a parlé à son propos de morale de la Croix-Rouge, mot qui a souvent été repris depuis. Je lui trouve absolument rien d'insultant. La Croix-Rouge suppose que devant le danger ou la détresse, on oublie ses préférences idéologiques ou religieuses pour porter secours à ceux qui en ont besoin. Aussi divers soient-ils, les personnages de la peste, et parmi eux quelques-uns à qui le courage a fait dans un premier temps défaut, s'unissent pour lutter contre le fléau. Morale de la Croix-Rouge, si on veut, morale de la résistance aussi bien. On comptait parmi les résistants des militants de droite et de gauche, des royalistes et des communistes, qui avaient oublié leurs divergences pour œuvrer avec courage dans la même direction. Si on poursuit la fable jusqu'au bout, on constate que les résistants viennent à bout du fléau. À la fin du roman, on invente un sérum qui produit ses effets. Simplement, le roman s'achève sur un optimisme tempéré. Le fléau, annonce le romancier, reviendra et les hommes ne devront pas relâcher leur vigilance. La révolte n'est pas une attitude ponctuelle, elle est un état d'esprit qu'on doit maintenir continuellement en éveil contre un danger permanent. Si, au lieu d'un optimisme tempéré, on versait dans le pessimisme, on pourrait dire que les héros de la peste s'apparentent à Sisyphe, qui sait que le rocher va redégringoler la colline aussitôt qu'il sera porté au sommet, mais l'homme aura montré sa grandeur en le portant en haut. Et à ce moment-là, la conscience de l'absurde rejoint la grandeur de la révolte. Est-ce que la révolte témoigne avant tout de la grandeur de l'homme ou est-ce qu'elle vise à l'efficacité? Il me semble qu'on peut trouver quelques inflexions dans la pensée de Camus au fil du temps. Avant la guerre, quand il rend compte de deux livres, La conspiration de Nizan et L'espoir de Malraux, il se montre sensible à ce qu'on pourrait appeler une forme romantique de la révolte, qui peut être belle par elle-même, même si elle ne mène nulle part, parce qu'elle témoigne de la grandeur de l'homme. Plus tard, et surtout dans L'homme révolté, auquel Camus travaille lorsque La peste est publiée, il met en garde contre une forme de la révolte qui se satisferait de sa propre grandeur. On ne se révolte pas pour sculpter sa figure devant la postérité, mais pour atteindre un but. Il se peut, en tout cas, que la peste souffre de cette ambiguïté du sens de la révolte. Révolte contre le destin, qui contribue à faire des personnages des sortes de héros tragiques, ou révolte contre un mal voulu par d'autres hommes, la guerre et l'occupation, une révolte qui n'est pas vaine, puisqu'elle conduit à un résultat, aussi fragile soit-il, et qui ferait plutôt des personnages, les acteurs non pas d'une tragédie, mais d'un drame. Je disais que Caligula avait dans sa révolte ignoré les limites auxquelles nous devons consentir. Les limites, mot clé de l'œuvre de Camus, et particulièrement des Justes, pièce qui est créée en 1949, 2 ans avant la publication de L'Homme révolté, dont il illustre en partie la pensée. Camus a, pendant 3 ans, 4 ans, travaillé conjointement aux 2 œuvres, à la pièce et à l'essai. L'argument des Justes a été directement inspiré par l'attentat que de jeunes révolutionnaires russes
ont perpétré en 1905 contre le grand-duc. Au moment où Kaliaïev, le héros de la pièce, qu'on appelle le poète, au moment où Kaliaïev allait jeter la bombe contre la calèche du grand-duc, il a retenu son geste parce que le grand-duc était accompagné par sa femme et par ses 2 enfants. L'attentat a été minutieusement préparé durant des semaines, il est à refaire. Rien ne dit que les conjurés retrouveront des conditions aussi propices. Surtout, ils risquent, dans l'intervalle, d'être démasqués et arrêtés. Pour cette raison, Kaliaïev s'attire les remontrances cinglantes de Stepan, héros intransigeant, qui revient d'un camp d'internement où il a été torturé et où il a vu mourir des enfants de moujik. Les enfants de la calèche, dit-il, valent-ils mieux que les enfants de moujik, sous prétexte qu'ils sont de sang royal? La justice doit-elle s'imposer des limites? Il n'y a pas de limite, déclare Stepan. L'attentat est à nouveau préparé. Kaliaïev va jeter la bombe sur la calèche. Un jour, le grand-duc s'y trouve seul. Il est arrêté et il meurt en martyr. Les justes sont dans la pièce ceux qui ont contenu dans des limites, c'est-à-dire en préservant la vie des enfants, les moyens de leur révolte. Dans un texte que Camus écrit comme une sorte d'appendice à l'homme révolté, ces justes sont appelés les meurtriers délicats. Drôle d'expression, mérite ce titre de meurtriers délicats des terroristes qui, n'hésitant pas à mettre leur propre vie en jeu pour servir leur cause, savent aussi se montrer scrupuleux sur le choix de leur cible. S'oppose à eux la figure du révolutionnaire jusqu'au-boutiste, Stepan, capable de mourir pour la justice, mais prêt à frapper aveuglement dès qu'il s'agit de la servir. Opposant à un régime qui l'opprime, Stepan s'apparente un peu à Caligula, maître de l'univers, dans la mesure où tous deux rêvent d'un monde conforme à l'idée qu'ils s'en sont faits. Du moins, Stepan rêve-t-il d'un monde qui donnerait le bonheur aux autres, alors que Caligula ne rêve que du monde qui lui donnerait un bonheur personnel. Cette exigence d'absolu est pour Stepan censée effacer tout ce qui s'oppose à elle, y compris le respect de la vie des innocents. Au dénouement de la pièce, après l'exécution de Kaliaïev, tous les conjurés, y compris Stepan, semblent appartenir au même camp, tendu vers cet objectif prioritaire qu'est le renversement du régime tsariste. Le spectateur de 1949 ou d'aujourd'hui, instruit des développements ultérieurs de leur action, voit se profiler à travers eux les différentes attitudes que va modeler la révolution de 1917. On peut être révolutionnaire à l'image de Kaliaïev, en cherchant à édifier un monde meilleur, mais qui ne fasse pas bon marché des valeurs humaines. Cette exigence morale, conjuguée au refus de l'ordre établi, peut être définie dans l'ensemble de Camus comme l'ensemble, comme l'esprit de la révolte. Un monde sans loi est un monde libre, dit Camus. En tout cas, telle est la question que pose toute révolte. Stepan, résolu à employer tous les moyens pour atteindre la fin, est un héros stalinien avant la lettre. La délicatesse des révoltés de 1905, Camus l'invoque dans les dernières pages de L'Homme révolté. Camus ne souscrit pas forcément à leur action violente. Il rend hommage à ces hommes qui ne se sont pas pris pour des dieux, c'est-à-dire qui ont rejeté le pouvoir illimité de donner la mort. Cela ne veut pas dire qu'il adhère entièrement à leur objectif et à leurs moyens. Il va faire de manière douloureuse et qu'on peut juger un peu anachronique, il va faire de nouveau référence à la révolte russe pendant la guerre d'Algérie. Lui qui s'était, dès 1939, lorsqu'il était journaliste à l'Algérie républicain, révolté contre les injustices du système colonial, Camus ne peut se montrer solidaire de la révolte nationaliste algérienne en 1954. Son désaccord porte en l'occurrence à la fois sur la fin et sur les moyens. Sur la fin, puisque le FLN combat au nom d'une nation algérienne qui à ses yeux n'existe pas, et sur les moyens, parce que, à supposer qu'ils considèrent leur cause comme légitime, il ne peut accepter que cette cause soit servie par les moyens
d'un terrorisme aveugle qui tue les femmes et les enfants. Les Justes ne sont pas, comme on l'a parfois reproché à Camus, une pièce à thèse. D'abord, parce qu'aucun discours ne vient clairement indiquer au spectateur à quel parti il doit se ranger. Après tout, le spectateur a le droit de trouver que Kaliaïev a eu tort de mettre en danger, par ses scrupules, l'organisation terroriste. Et surtout, parce qu'il n'est même pas certain que Camus considère comme un modèle l'action de Kaliaïev et de ses complices. Dans le programme qui accompagnera la représentation de la pièce, une représentation ultérieure après sa création, Camus écrit curieusement « J'aime Kaliaïev et Dora qui est sa compagne et sa complice. J'aime Kaliaïev, comme si la chose n'allait pas de soi. Faudrait-il qu'il le réaffirme dans le programme si la pièce le disait clairement ?» Il faut comprendre qu'il se range du côté de Kaliaïev plutôt que de celui du côté de Stepan, que j'appelais le stalinien. Mais dans ses carnets, il commente de façon ambiguë la justification que se donne Kaliaïev. Kaliaïev considère qu'il a le droit d'attenter à la vie du grand-duc du moment qu'il risque la sienne. Le raisonnement est faux mais respectable, écrit Camus. Une vie donnée ne vaut pas une vie ravie. Le raisonnement est faux mais respectable. Respectable mais faux quand même. En somme, selon une morale strictement camusienne, mieux vaut un meurtrier délicat qu'un meurtrier sauvage. Mais mieux vaudrait pas de meurtrier du tout. Camus évoque très rapidement, on peut le regretter, dans L'homme révolté, l'action de Gandhi, figure de révolté pacifique. Est-ce que ce type de révolte a une chance d'atteindre son but? Camus ne le montre pas clairement. De la violence, qui peut aller jusqu'au meurtre, Camus dit qu'elle est injustifiable et inévitable. On est vraiment sur le fil du rasoir. Il est impossible d'approuver ce qui tue, y compris le dignitaire de pouvoir dictatorial. Mais on doit constater qu'il était impossible de faire autrement. J'aime Kaliaïev, dit en somme Camus, mais je ne pourrais pas être un Kaliaïev. Non pas par manque de courage, mais parce que je conserve des scrupules que je n'ai pas pu évacuer. Et même les meurtriers délicats restent des meurtriers. Il y a dans les Justes ce que je pourrais appeler une espèce de logique de la pièce qui fait de Kaliaïev un héros absolu. Et il y a chez Camus un auteur réticent devant les actes qu'accomplissent son héros. Voilà pourquoi ce n'est pas du tout une pièce à thèse, mais au contraire une pièce extrêmement délicate, si j'ose ici le mot, à saisir et à interpréter. Il faut encore s'interroger sur l'étiquette de révolté qu'on a le droit de donner non seulement aux justes, aux meurtriers délicats, mais à ceux à qui ils s'opposent, comme Stepan, même si ceux-ci ont dévoyé l'esprit de la révolte. Cette étiquette de révolté a été donnée par l'histoire aux révoltés de 1905, du moment que les événements qui ont marqué cette année-là, non seulement l'attentat contre le Grand-Duc, que Camus a illustré dans sa pièce, mais également d'autres événements, des attentats qui ont visé le Grand-Duc, la répression du Dimanche Rouge, la mutinerie du cuirassé Potemkin. 1905 a été marqué par une série de révoltes. Ces révoltes n'ont pas abouti au renversement du régime tsariste. Tout au plus, le tsar a fini par procéder à quelques réformes et par concéder à son peuple une sorte de constitution. Alors on sait que sur le long terme, l'action de ces révoltés a abouti à une révolution. Les révoltés, c'est Kaliaïev et Stepan. On pourrait dire que le véritable révolutionnaire, c'est Stepan, dans la mesure où il anticipe sur le régime qui s'instaurera à partir de 1917. Pourtant, dans un texte intitulé « Lettres sur la révolte » et qui est écrit après la publication de L'homme révolté, Camus écrit qu'il manifeste son admiration pour les révolutionnaires russes de 1905.
Et un peu plus loin, il parle à nouveau des révolutionnaires de 1905. C'est une manière de considérer que ceux qui ont agi en 1905 n'ont pas agi pour le panache, bien sûr, pour faire du bruit, mais parce qu'ils avaient vraiment l'intention de changer la Russie, éventuellement le monde. Camus est un révolutionnaire. Camus souscrit en toute lucidité à la devise de combat que j'évoquais au début, de la résistance à la révolution. Cette devise est explicitée par les éditoriaux qu'il écrit avant et après la Libération. La tâche de la résistance, écrit Camus, sera inachevée si la France reprend, une fois sa souveraineté établie, les mêmes errements qu'avant la guerre. En ce sens, le général de Gaulle, et en 18 juin 1940, le type même du révolté, mais il pourrait aussi s'imposer à partir de la Libération comme une figure de révolutionnaire. Camus a été méfiant vis-à-vis du gaullisme et du danger des pouvoirs personnels qu'il comportait. Il a au moins en commun avec le général de Gaulle de refuser, après 1945, le modèle de révolution que les communistes prétendent importer. La révolution qu'il souhaite pendant la guerre doit être d'abord, explique-t-il, une révolution morale. Révolution morale, textes qui peuvent paraître aujourd'hui teintés d'angélisme, qui doivent être resitués dans le contexte de l'époque. Cette révolution était promise à s'accomplir sous le joug de l'ennemi par les tenants de la Révolution nationale. En France, au moins, le polysémisme d'une révolution ne va guère survivre. Il va être à partir de 1945 accaparé par l'extrême gauche, c'est-à-dire par le Parti communiste. Camus l'emploie pour désigner les révoltés russes de 1905. Mais du moment que l'idéal de la révolution est réalisé par des systèmes totalitaires, Camus ne l'emploie plus guère. Le terme de révolte s'impose presque sans partage pour être opposé à ce que Camus appelle la révolution institutionnalisée, c'est-à-dire la révolution qui triomphe dans les pays de l'Est et dont le but est précisément d'interdire la révolte. Premier malentendu que Camus entend dissiper au début de L'Homme révolté, la révolte n'est pas une valeur négative, en quoi elle ne s'oppose pas à la révolution. Si le révolté dit non, ce n'est pas pour le plaisir de s'opposer. Cette révolte qu'exprime le révolté suppose un oui antérieur. Sa révolte s'oppose aux révoltes de type nihiliste, cette révolte qui a animé de nombreux terroristes russes du XIXe siècle. Le vrai révolté, celui qui dit non, se réfère de manière au moins implicite à des valeurs qui ont été bafouées. Si on applique cette mise au point au domaine politique, le révolté se réfère à un idéal parce que son action devra se modeler sur des circonstances qui risquent d'apparaître contradictoires avec l'action dans laquelle il est engagé. Les révolutionnaires ont au contraire l'avantage, si on ose dire, de se référer à un programme clair, projeté dans l'avenir, et dont l'apparente perfection autorise à effacer les obstacles qui y conduisent. À la manière des nihilistes, les révolutionnaires, institutionnalisés, rejettent les valeurs qui se proposent immédiatement à eux au profit d'un avenir hypothétique. Au premier plan de ces valeurs qu'ils bafouent, celle de la liberté, qu'il faudrait mettre en veilleuse pour combattre au nom d'une liberté supérieure, dont à vrai dire on ne saisit pas très bien les contours. En réalité, pour les révolutionnaires institutionnels, il s'agit de prouver aux hommes que leur liberté individuelle est illusoire, afin, dit Camus, de les préparer à la servitude. La révolution, écrit-il, et ici il faut bien entendu entendre la révolution institutionnalisée, part de la négation absolue et se condamne à toutes les servitudes pour fabriquer un oui rejeté à l'extrémité de l'histoire. Alors que le oui est pour le révolté implicite dans sa révolte même, il est indissociable de son nom, le
révolutionnaire rejette le oui dans un infini de l'horizon. C'est dans cette perspective qu'il faut interpréter La Chute, récit de Camus, publié en 1956. Camus fait de Jean-Baptiste Clamence, le héros du récit, un juge pénitent. Clamence s'accuse à plaisir de crimes vrais ou imaginaires, afin de persuader son interlocuteur que puisqu'il est son semblable, il est aussi coupable que lui. Alors Clamence, vous le savez, s'est enfermé dans un enfer, représenté par les canaux concentriques de la ville d'Amsterdam, reproduction dans l'enfer de Dante, et il signifie ainsi qu'il n'a plus de possibilité de rachat. Quand il aura persuadé tous ses contemporains de leur bassesse, ses contemporains se jugeront plus dignes d'exercer leur liberté. Le discours de Clamence est un bréviaire de désespoir, c'est-à-dire une tentative d'annihilation de l'esprit de révolte. Ici se propose à nouveau le parallèle entre l'idéal marxiste et celui du christianisme. L'un et l'autre idéal proposent le paradis. Mais pour les marxistes, c'est un paradis promis pour plus tard et sur cette terre, au nom duquel il faudrait accepter les injustices et qui par conséquent interdit la révolte. Le bonheur est pour Camus une chose précaire. Il ne saurait être remis à demain au nom d'une quelconque stratégie. L'impératif de la révolte, c'est l'urgence du bonheur. Camus écrit, en héritier des Grecs, à 4 reprises, il l'écrit dans son œuvre, « Mon royaume tout entier est de ce monde », prenant ainsi le contre-pied des évangiles. On pourrait s'étonner qu'il n'ait pas été plus souvent invoqué comme le maître à penser des révoltés de mai 1968, qui eux aussi exigeaient le bonheur pour tout de suite. Vous savez que les insurgés de 68 ont souvent été ramenés à la raison par le Parti communiste, qui prêchait la précaution et l'obéissance aux ordres venus d'en haut. Camus n'avait pas très bonne presse à l'époque, en France au moins, parmi les idéologues de gauche. Et il faut bien dire que le style de la révolte de mai 68 voulait qu'on recourt à des slogans plutôt qu'à des traités de philosophie. On peut aussi trouver quelque chose de camusien dans le slogan de Martin Luther King, de la même époque. Martin Luther King qui prêchait l'urgence absolue du bonheur, ou plutôt l'urgence absolue du moment, pardon. Même si d'autres leaders noirs se montraient plus radicaux que lui, en franchissant ce que Camus aurait appelé les limites. Alors la révolte de Camus a depuis cette époque fait beaucoup d'émules, parfois étonnants. On pourrait dire que tout le monde est camusien aujourd'hui. Lors des cérémonies d'anniversaire de l'attribution du prix Nobel, en 2007, notre président Nicolas Sarkozy a pu dire que c'est dans Camus qu'il avait appris la révolte. La révolte est un acte a priori individuel, en ce sens qu'elle n'obéit pas à des mots d'ordre qui déposséderaient l'homme de ses libres choix. La figure placée par Camus au début de l'homme révolté est celle de l'esclave, qui à partir d'un certain moment décide de dire non à son maître. Mais il le fait au nom d'une idée qu'il a appris à concevoir de la dignité humaine. C'est-à-dire que sa révolte ne participe pas d'une simple illusion personnelle, mais du sentiment d'appartenir à une communauté. Se révolter pour soi, c'est se révolter aussi pour les hommes. Pour les autres, d'où la formule, que je répète, elle est capitale chez Camus, « Je me révolte, donc nous sommes ». Elle parodie le « je pense, donc je suis » de Descartes, c'est-à-dire qu'elle indique que la révolte n'est pas une des modalités possibles de l'être, mais son fondement même. La révolte est métaphysique. Je ne peux m'empêcher de m'interroger sur le sens de mon existence. Aucune réponse ne vient d'au-delà, mais il fait partie de la grandeur de l'homme de ne pas se satisfaire de ce silence et de réitérer inlassablement son interrogation. Mais la révolte est aussi politique et morale. Je n'accède pleinement à la dignité humaine comme opposant à ce qui la bafoue. J'ai dit comment la conjonction des deux types de révolte pouvait rendre ambigu le message de Camus, notamment dans La Peste. On peut ajouter que si au plan métaphysique, la révolte s'identifie aux yeux d'un agnostique, en tout cas avec le fond de la condition humaine, au plan politique, la révolte doit rien avoir de justification
que dans le régime totalitaire? Est-ce qu'il faut, quand on a la chance de vivre en démocratie, entretenir pour le plaisir, si j'ose dire, une contestation stérile? À ce sujet, je dois faire deux remarques. Premièrement, Camus est le témoin d'un siècle où règnent les dictatures, les guerres, la torture, l'intolérance sous toutes ses formes. Il faut se référer à la tonalité extrêmement sombre de son discours du prix Nobel. Qu'aurait été sa pensée dans une époque moins tourmentée, à supposer qu'il n'y en ait jamais eu, je l'ignore, et sans doute l'ignorait-il lui-même. Mais on relève dans ses carnets ou sa correspondance des sujets moins graves que les camps de concentration ou que le goulag. Dès avant la guerre, par exemple, il dénonce la langue de bois de nos représentants au Parlement. Et dans ses éditoriaux de la Libération, il continue de se montrer impitoyable pour les mensonges de la classe politique. L'homme révolté ne fait pas leur part aux révoltes qui peuvent secouer les démocraties, en particulier aux révoltes sociales. Il s'attaque au pire, c'est-à-dire en particulier à ce qu'on n'a pas encore l'habitude d'appeler le goulag. Il ne faudrait pas en conclure qu'il est insensible au sujet d'indignation qui peuvent légitimement soulever les citoyens d'une démocratie. Deuxièmement, l'esprit de révolte est aux yeux des marxistes du XXe siècle voué à devenir sans objet du moment que régnera une société sans classe. On peut le leur concéder volontiers dans l'hypothèse d'un paradis à venir qui serait accompli. Mais le tour de force des marxistes consiste à abolir dès à présent le droit à la révolte au sein de régimes qui n'ont pas encore réalisé cette société sans classe. On conçoit que la grève devienne un acte inutile et même absurde, du moment qu'il n'y aura plus d'exploiteurs ni d'exploités. Mais faisant comme si ce paradis était déjà réalisé, l'Union soviétique refuse aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je me place au présent de Camus bien sûr, refuse le droit de grève aux travailleurs socialistes au nom de ce que la société deviendra plus tard. Autant dire qu'on intime l'ordre aux travailleurs de substituer un rêve programmé à la réalité. L'homme révolté a eu un tel retentissement politique dans ces années de la guerre froide, où en France en particulier, il était difficile à un homme de gauche d'être anticommuniste, qu'on oublie parfois aujourd'hui encore qu'il est aussi un essai sur l'art. Mieux vaudrait dire peut-être un essai sur l'artiste ou le créateur. D'ailleurs, la première polémique qui a été déclenchée par l'homme révolté l'a été à l'occasion de la publication dans les Cahiers du Sud, quelques mois avant que ne sorte le volume, d'un extrait qui traitait de la poésie de Lautréamont. Cette étude a valu à Camus une cinglante réponse d'André Breton, dans Art, la revue Art. Camus attaquait Maldoror, le héros de Lautréamont, en lui reprochant de refuser la terre et ses limitations. Alors je ne m'attarderai pas sur le cas des Chants de Maldoror, mais je voudrais indiquer que cet ouvrage permet à Camus d'illustrer les critiques qu'il adresse plus généralement aux surréalistes. Le reproche est d'ordre à la fois moral et artistique. Camus s'en prend à la révolte ludique prônée par quelques adeptes du groupe qui trouvent que l'acte typiquement surréaliste consiste à descendre dans la rue et à tirer au hasard dans la foule. Que ceux qui l'écrivent n'aient pas la moindre intention de passer à l'acte n'amoindrit pas leur responsabilité, au contraire. Camus ne déteste rien tant que les meurtriers par procuration, qui se sont notamment multipliés en Russie, à l'époque où triomphait cette philosophie nihiliste dont il parle dans L'homme révolté et qu'illustre Dostoïevski dans Les Possédés, que Camus met en scène. Faire de la révolte un jeu. Toujours Camus s'est insurgé contre l'idée que tout vaut n'importe quoi et aussi contre le désir fou de pratiquer la révolte sans tenir compte des contingences terrestres et des limites assignées à l'homme par sa nature et par sa condition. Deux dangers inverses menacent l'artiste ou le créateur. Premier danger, se conformer à l'ordre du monde et sombrer dans le réalisme, qui est le contraire même de l'art. Le réalisme de type soviétique aggrave son cas, dans la mesure où il n'est même pas, à proprement parler, un réalisme. Les artistes soviétiques ont pour mission, non de représenter le monde tel qu'il est, ou tel qu'il le voit, mais de le représenter tel qu'il devrait être ou tel qu'il sera un jour. Deuxième danger, se révolter contre le monde en feignant d'ignorer ce qu'il est vraiment, auquel cas l'artiste verse
dans ce que Camus appelle le formalisme. L'artiste est en lutte contre le monde, sans quoi il ne serait pas un artiste. Mais il ne doit jamais ignorer le sens hérité des Grecs qui s'appelle la mesure. Les révolutionnaires fanatiques, aussi bien que les tyrans, versent dans la démesure. Les surréalistes, à leur façon aussi. À plusieurs reprises est notée dans les carnets l'expression un peu énigmatique de création corrigée. Elle signifie que la création artistique ne doit pas se donner pour mission de refaire le monde, en partant de l'illusion que l'homme est un dieu, mais que, dans une limite lucidement acceptée, l'artiste doit imprimer au monde la marque de ses valeurs. La mesure n'est nullement une vertu de tiédeur, on l'identifierait à tort à la modération, Camus en politique comme ailleurs était tout le contraire de modéré. Elle est une pure tension, illustrée à la fin de L'Homme révolté par la pensée de midi, que Camus appelle aussi pensée solaire, pensée de la lumière du zénith, ce moment privilégié où la lumière s'immobilise. Une limite dans le soleil, écrit Camus, arrête les révolutionnaires sur la voie qui mène au nihilisme, comme elle arrête l'artiste sur la voie qui le conduirait à refaire le monde à sa guise. Dans ses carnets, en 1946, Camus écrit « Les valeurs qu'il me faudrait aujourd'hui défendre et illustrer sont des valeurs moyennes », à quoi fait écho Diego, le héros de L'État de siège, pièce dont nous n'avons pas parlé, mais qui est à la rigueur une adaptation de La Peste. Diego dans L'État de siège dit en parlant des hommes « C'est à mi-hauteur que je tiens à eux ». À mi-hauteur que je tiens à eux. Programme modeste en apparence pour celui qui est aujourd'hui considéré comme un héros de la révolte. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette conférence en ligne sur ICI TV, confinement oblige, et rendez-vous à la mi-décembre pour la 3e conférence consacrée à Charles de Gaulle avec Jean-Michel Anciot.